Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, 3e épisode de notre format Minute 86 qui a pour but de proposer une émission de foot spécialement dédiée au département de la Vienne. Pour en parler avec moi aujourd'hui, un homme courageux puisqu'il a affronté récemment avec détermination, seul contre tous, les chroniqueurs de la Pépinière pour défendre son club de cœur, l'OM. Franck Mayungu, comment ça va ? Bah écoute, ça va, hein. Je pense que j'ai gagné le débat la dernière fois. Après bon, c'est vrai que les arguments, c'était avant toute l'histoire des Herbie, tout ça, donc tombe un peu à l'eau, mais je pense que j'ai été très bon. Et malgré les attaques de mes congénères, je pense que j'ai quand même gagné le débat. Ouais, t'as raison Francky, moi aussi je t'ai trouvé excellent. Je pense que c'est grave mérité ta victoire. Francky, est-ce que t'es content toi du retour du soleil ? Tu vas peut-être rejouer avec ton équipe, tes petits jeunes. C'est quoi le programme pour ce week-end ? Jouer contre qui ? On en est où ? Alors figure-toi que on est quasiment en début mars. On a fait 12 matchs, il nous en reste 10 à faire en 2 mois et demi. Et figure-toi qu'on ne joue pas encore ce week-end parce qu'on devait jouer Mérignac, mais Mérignac est encore en gambarde. Donc on ne joue pas ce week-end. Donc voilà, on va enchaîner les matchs là tout le mois de mars, avril, ça va être horrible. Ça va te laisser plus de temps pour aller en main courante, aller voir des bons matchs de région, de district. Alors, pour ce 3e numéro, Franck, je vois que t'as le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'on va parler d'un club qui, je le sais, te tient à cœur. L'Étoile sportive de Buxerolles. Et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui non pas un, mais 2 invités. 2 hommes qui partagent de nombreux points communs. 2 anciens joueurs de foot de très bon niveau. Des qualités humaines reconnues. Tels des avatars, ils ont le sang bleu qui coule dans leurs veines. Si vous voulez les croiser, c'est soit sur le terrain d'André Messi, soit au Galaxy Paddle. Bienvenue au manager général du club, Manu Balmer. Comment ça va, Manu ? Ouais, super, merci. Ouais, ça va très bien. Et également avec nous, le président de l'ES Buxerolles, Anthony Bouchard. Comment ça va ? Excellemment bien. Merci à vous deux d'être avec nous. On est très heureux de vous recevoir. On avait fait précédemment deux podcasts avec des joueurs. Donc c'est pour nous la première fois qu'on va recevoir des dirigeants, qu'on va pouvoir parler aussi de toute l'organisation d'un club de région. Ça va nous permettre à nous aussi donc de mieux comprendre les enjeux, la gestion. Avant de vous lancer la parole, je présente rapidement donc l'ES Buxerolles. C'est 420 licenciés, c'est 18 équipes dont 3 équipes féminines et c'est 3 équipes seniors avec l'équipe Fagnon, la vitrine, en R1. Voilà, j'ai fini mon speech, mon monologue. On va peut-être maintenant vous laisser la parole si vous voulez commencer par vous présenter tous les deux vos carrières joueurs, entraîneurs, dirigeants, si vous voulez raconter aussi votre passion du foot. Voilà, allez-y. Je commence ? Allez, vas-y, président. Alors, moi, le foot, c'est depuis que je suis tout petit, parce que mon grand-père était président du club de foot de Tours, le FC Tours, donc dans les années 80. Le regretté Tours FC, tout à fait, ouais. Qui est devenu Union Foot Touraine. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc, tous les 15 jours, on montait à Tours pour voir les matchs. Donc j'ai baigné dedans tout petit, j'ai voulu commencer et puis premier entraînement, j'ai découvert à la fin de l'entraînement qu'il fallait prendre des douches collectives et donc ça a été la fin de ma première partie de footballeur il a fallu que j'attende 20 ans pour prendre une licence pour me dire ça y est, je suis prêt, j'y vais et donc voilà, et donc j'ai commencé à Bonneuil-Matour, là où j'ai grandi, quatrième division. Ouais, je fais une première saison incroyable, 10 buts, 3 du droit, 3 du gauche, 3 de la tête, c'était où ils se disaient on a trouvé quelqu'un. Voilà. Et puis en fait j'habitais sur Poitiers et donc les allers-retours à Bonneuil c'était un petit peu pénible, donc je décide de me rapprocher de Bux, là où ma mère habitait. Et puis voilà, j'ai découvert un club que je quitterai quasiment plus. Et voilà, j'ai commencé en remplaçant 4e div, et puis j'ai terminé en PH, donc j'ai réussi à quand même gravir quelques échelons. Manu a failli me donner ma chance, mais j'étais pas là le week-end et donc ça s'est arrêté. Et c'est un regret parce que j'ai joué de la 6e div jusqu'à, on va dire, la R2 maintenant. J'ai connu tous les niveaux possibles. Donc, Mais ça veut dire que tu as commencé le foot à quel âge ?
20 ans. À 20 ans, mais ça c'est hyper rare ça de commencer à... Même plus tard, non, mais première licence, 22, 23 ans. J'ai fait aucune école de foot, c'était que du foot à l'école. Mais dans ton adolescence, tu faisais quand même du foot, je sais pas, sur des cités ou avec des potes, ou tu tapais quand même la balle, ouais. Ça oui. Mais j'ai jamais eu la formation. Par contre, ce qui m'a permis, même à 22, 23, 27, en fonction des coachs que j'ai pu avoir, de progresser quel que soit l'âge, d'apprendre en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui doit être compris maintenant aussi, de se dire que on peut progresser quel que soit l'âge si on est à l'écoute des gens qui savent mieux que nous. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette tendance à se dire que le joueur il a 20 ans, il a 21 ans, il est fini en gros, sa formation est finie et qu'il progressera plus. Moi je pense aussi qu'on peut progresser à tout âge. Après c'est vrai que c'est quand même très rare pour quelqu'un de commencer le foot à 20 ans. Souvent tout le monde commence, tout petit garçon normalement essaie de commencer à 6-7 ans. Bon, il y en a qui continuent, il y en a qui arrêtent très vite. Il y aurait des cabines de douche individuelles, on n'en serait pas là. Et quoique aujourd'hui, les jeunes, quand on regarde bien, ils prennent plus les douches. Très peu prennent des douches collectives. C'est interdit. Ils arrivent, ils mettent leurs chaussures et puis ils repartent. Non, mais justement, on en parlera peut-être, mais ça, c'est un sujet que nous on aborde au sein du club. Donc. Ah ouais. Ouais. Ok, parce que j'allais faire une vanne sur on fera un podcast dessus et tout, mais non, en fait, c'est vraiment un sujet important, que vous traitez. Ok. On a été sélectionné sur un comment ça s'appelle, un prix aussi grâce à ça. Mais parce que c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les nouvelles générations, alors le vestiaire c'est un lieu. Pour moi, en tant que coach, où c'est là où on crée une équipe en fait. Ici, on n'a pas ça dès l'entraînement. Mais moi, des fois, je les vois après les matchs. Il y en a au bout de 5 minutes, ils sont partis. Et ça se perd. Je trouve que l'ambiance, cette atmosphère de vestiaire, alors peut-être qu'elle se crée ailleurs, mais cette ambiance de vestiaire où on se change tous ensemble. Alors, on va prendre des douches ensemble. Oui, quelque part, on prend les douches ensemble. Ça se crée. Voilà, c'est ça. Donc, sans arrière-pensée. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien, tu vois, à ce moment-là. C'est ça. Donc ouais, c'est vrai. Et du coup, Manu, toi, tu peux nous dire un peu ton parcours, comment t'en es arrivé là, qu'est-ce qui t'a emmené à être directeur général? On a dit manager. Manager, de Bux. Non, rapidement, pareil, une carrière de joueur où j'ai pas croisé Anto parce qu'on a une différence d'âge et une petite différence de niveau. Non, moi je suis. Si j'avais commencé plus tôt, peut-être qu'on se serait rejoint. Moi j'aimais bien les douches collectives. Parthenésien de naissance, ensuite repéré par les Chamois-Niantais pendant 4 ans, ensuite une carrière de joueur qui a alterné entre le CEP Poitiers et le Stade Poitvin, et puis une fin de carrière sur Noyer jusqu'à l'âge de 35 ans. Bon, moi je pense que sincèrement en termes de joueur j'étais cuit à 30 ans, j'étais déjà mort, j'étais déjà dans le déclin. Et puis après les hasards font que je me suis retrouvé entraîneur de l'équipe réserve de Noyer pendant 2 ans. Un deuxième hasard fait que le président de Buxerolles, Jean-Paul Naudet, m'a proposé le poste de la réserve, et finalement au bout de 2 minutes d'entretien il m'a proposé le poste de la première sans diplôme, que j'ai fini par accepter, et 15 ans après je me retrouve manager général du club parce que quand il a été question de l'arrêt de mon mandat d'entraîneur que j'ai souhaité arrêter en essayant de ne pas faire la saison de trop comme on dit, le président lui ne pouvait pas entendre le fait de me laisser partir, donc il a créé ce poste-là, et c'est pour ça que j'en suis aujourd'hui manager. D'accord, et comment se passe un peu ce nouveau poste? Est-ce que tu as pris tes repères? Est-ce que ça se passe bien? Pas les difficultés, mais quelles sont tes missions? Qu'est-ce qui t'anime en fait dans ce poste-là? Alors le manager au départ, le poste n'existait pas, donc il a fallu un peu se créer, et on se disait ça avec Anto dernièrement, que je trouve qu'au bout de 3 ans, ça y est, on a à peu près défini les contours de ce poste-là.
La première chose, c'est quand t'es manager, en fait, t'as pu. Alors, moi, je passe d'entraîneur à manager, donc en tant que manager, t'es plus dans la lessive, la machine à laver de l'entraîneur, où t'as une gestion de ressources humaines qui est. Plus de recul, ouais. Ouais, t'as plus de recul et t'as pas les mêmes soucis, en fait. Je disais souvent qu'entraîneur, ça te laisse tranquille 10 minutes dans la semaine, c'est-à-dire et uniquement quand t'as gagné, c'est-à-dire de 22h15 à 22h30, t'es content, t'as fait ouais avec les copains avec les joueurs dans le vestiaire, et à 22h31, t'es déjà dans le match d'après. Donc en fait, concrètement, t'es jamais tranquille. Manager, c'est pas pareil, c'est pas la même pression, sauf que alors t'es plus dans la construction, t'es plus sur du projet à moyen terme, t'es plus sur une vision du club, comment tu l'envisages. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut être en adéquation avec le président. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un premier président, Jean-Paul, avec qui j'avais des atomes très crochus, parce qu'on a fait ce club-là, on a refait ce club-là à un moment où c'était très compliqué. Et là, ma deuxième chance, je vais pas dire le contraire, parce qu'il est là, puis le président, il n'y avait pas qu'il mette une calotte derrière les oreilles, mais là, on est voilà, c'est un vrai binôme qui fonctionne. Et de toute façon, ça, c'est la base. Si le poste de manager ne peut fonctionner que si t'es avec une alchimie totale avec le président. Et là, j'ai la chance d'avoir un super président pour ça. Et après, tu gères finalement la politique sportive globale. Quand je dis politique sportive, évidemment, moi, j'ai un peu plus d'attache sur les seniors, puisqu'on a la chance aussi d'avoir un RTJ, un responsable technique jeune. Et donc, tu chapeautes cette politique-là, et après, tu gères aussi tout ce qui va être rapport avec les parents, rapport avec les sponsors, rapport avec les partenaires, et puis toute l'image un petit peu que doit véhiculer le club. C'est toi qui es un petit peu garant de ça, toujours sous la coupe du président, qui est quand même le président, le boss. En haut de la pyramide. Ouais. Et, tu fais bien d'associer donc Simon, notre RTJ, à notre duo, parce que vraiment, je pense que à 3, on n'avait pas assez de micros, sinon on l'aurait invité. Ouais. Mais il parle beaucoup, donc on aurait dépassé le podcast. Ouais. Mais je pense que voilà, c'est important de dire que, bien sûr, y compris les dirigeants et les bénévoles et tout, mais dans la conduite du projet, je pense à 3, on se répartit bien la vision de là où on veut aller. Ok, et du coup, toi, président, par rapport à ce poste de manager général, est-ce que du coup, c'est un truc qui existe dans d'autres clubs? Est-ce que c'est un truc qui est fréquent, tu vois, sur des clubs qui sont en région, en R1 et tout? Et toi, quelles sont les attentes de ça? Alors, au niveau des autres clubs, moi, comme je suis un jeune président, j'en ai pas croisé beaucoup. Manu, est-ce que tu as déjà eu des homologues, toi? D'autres managers? Il y a le Fétia a copié notre modèle, puisque l'entraîneur qui était mon alter ego, il y a toujours dit que Fétia, c'est le Buxerolles de Limoges. Ouais, c'est un peu ça, t'as raison. Et mon alter ego, il a copié notre modèle 2 ans après. Après, les managers, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. C'est parce que c'est un vrai choix. C'est-à-dire que pendant que tu es un manager, ça veut dire que tu mets aussi moins de moyens peut-être ailleurs, mais après c'est plus au président de le dire. C'est sûrement aussi des plus-values qui sont données sur d'autres. Voilà, moi en fait, Manu c'est indispensable pour moi, parce que c'est Manu aussi. Je pense que comme il disait, il faut qu'on soit en alchimie totale, et c'est le cas. Il a fallu aussi qu'on se découvre dans ces rôles-là. Moi qui commence en tant que président, et puis Manu qui c'est un jeune manager aussi, donc savoir un peu quelles sont les limites. Enfin, il n'y a même pas de limites, qu'on est vraiment, on fonctionne vraiment très bien comme ça. Mais et puis on a la même vision du club, la même vision du foot, la même vision de beaucoup de choses, donc c'est très simple. Et que s'il n'était pas là, et que tout ce qu'il fait, il fallait que quelqu'un le fasse. Moi, je considère que j'ai pas les compétences footballistiques pour échanger avec Alexis, donc ou les coachs seniors, pour leur dire. Alexis Chauveau, donc le coach de l'R1 pour nos auditeurs. Qu'il faut prendre tel joueur, faut faire ça comme prépa, non, tu vois, je considère que j'ai pas les compétences avec mon niveau footballistique pour imposer des vues, voilà. Ouais. Moi, ma vision, ça va être plus de dire voilà les structures qu'il faut pour le club. Voilà les valeurs qu'on veut que le club représente, et après charge à Manu de diffuser ça au niveau du sportif, quoi, localement. Ok. C'est pour ça qu'on se complète bien. Je pense que personne marche l'un sur l'autre, tu vois. On est chacun a ses fonctions, vous savez où vous allez, vous avez la même ligne directrice. Ouais. Donc c'est quoi un petit peu les objectifs que vous avez à, je sais pas, court, moyen, long terme?
pour Buxerolles, je sais que tu m'as dit en rigolant, remplir André Messi. Non, ça c'est le long terme. Le long terme avec le président. Lui, il a les structures, c'est un clubhouse. Moi, c'est de remplir André Messi sur un coup en Coupe de France. Voilà. Un clubhouse et remplir André Messi. Voilà. Parce que c'est toi, on l'a peut-être pas dit en préambule, mais toi, ça fait combien de temps, Anthony, que t'es président? Là, c'est ma deuxième année de présidence. Deuxième année. J'ai été vice-président une année encore avant, pour faire un peu la passation, quoi, grosso modo. Donc là, ça fait 3 ans, on va dire, que je suis dans 3 ans. Board. Et toi, Manu, ça fait combien de temps que t'es manager du club? C'est ma 4e année. 4e année, ok. Donc là, sur vos 3 ans quasiment communes, c'est quoi, du coup, vos objectifs court, moyen terme, tu vois, ce que vous souhaitez mettre en place, ou ce que vous avez déjà mis en place sur les premières années, sur lequel vous êtes satisfait de tout ça? Là où on est satisfait, c'est le travail qui est fait sur les jeunes. C'était la première gros chantier, on va dire, parce que quand moi j'étais joueur, toutes les équipes de Bucs c'était du niveau région, et là, comme Manu l'a dit tout à l'heure, le club a traversé un petit peu une période de creux, et donc les premières économies que tu fais, c'est sur les éducateurs, et donc voilà, on avait pu forcément ce qu'il faut, et donc non seulement le recrutement de Simon, donc le RTJ, mais aussi le travail qui est fait avec le collège, fait que on a commencé à bien travailler, on a recruté des éducateurs de qualité, on a doublé les postes d'éducateurs par équipe, donc non, pour moi c'est la première, gros boulot. La deuxième, c'est l'entente avec Vouneuil-sous-Biard Vouneuil-Béruge, pour les féminines, qui est aussi une super réussite en termes sportifs et en termes de social, puisque on va dire que tu as 2 typologies de clubs. On a en gros un club de banlieue et un club un peu plus rural, sans que ce soit péjoratif bien sûr, et la mayonnaise a super bien pris entre les joueuses. Et après au niveau des seniors, le but c'était aussi de faire monter cette équipe 3 pour rapprocher du niveau de la 1 et de la 2, et puis de conserver le boulot qui avait été fait par Manu pendant toutes ces années, où on a lutté pour retrouver le plus haut niveau régional. C'est fait, maintenant il faudrait qu'on se stabilise, voilà, à ce niveau-là. Ok. Du coup, président, tu parlais de l'entente avec Vouneuil-sous-Biard. Ça m'amène à vous poser une question sur les clubs dans la Vienne. Donc vous, en termes de club senior, on va dire que vous êtes le 4e club de la Vienne. Il y a Poitiers, Chauvigny, Châtellerault, vous et Neuville en R1. Est-ce que vous avez des relations avec ces clubs-là, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas, Poitiers en N2, ils te disent on aimerait bien prêter un mec en R1, tu vois, est-ce que ces trucs qui existent? Ou est-ce que, tu vois, je t'ai dit une autre connerie, est-ce que Neuville, ils disent, tu vois, par exemple, ils ont joué contre Périgny, ils vous disent, tenez, on a filmé, si vous voulez, la vidéo pour Périgny et tout, pour vous préparer un peu, tu vois, est-ce qu'il y a des relations comme ça? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est indifférent, chacun travaille dans son coin? Ou est-ce que, tu vois, t'as même un peu des frictions par moment avec des clubs On a coutume de dire que quand il y a un match entre deux clubs des Deux-Sèvres en fin d'année, ils vont toujours s'arranger, ce qui n'est jamais le cas de la Vienne. Okay. Ça, c'est la base. Okay. Donc, je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Donc, en l'occurrence, en tout cas, sur les coups de main qu'on peut se donner entre clubs de la Vienne, je pense qu'il y a plus de jalousie que d'entraide. C'est mon avis. Okay. Maintenant, l'exemple que tu cites sur le Stade Poitvin, l'année dernière, quasi à la même époque, Luc Davaillon m'a appelé pour me dire, voilà, moi j'ai un joueur qu'on va pas conserver. Je pense qu'il vous ferait du bien, c'est Simon Marc. Et là, en l'occurrence, je trouve que le deal a été super. C'est-à-dire qu'on a, je pense, rendu service aux joueurs et qui nous a bien rendu ces services-là, puisque notamment grâce à lui, on s'est maintenu. Donc il y a quand même en tout cas cette entente, mais j'ai envie de vous dire, elle viendrait uniquement de par les relations humaines qu'on peut avoir entre les coachs, le côté amical. C'est pas des relations de club en fait, c'est plus des gens qui se connaissent. C'est ça. Et moi, je milite depuis de très nombreuses années, de toute façon, à ce que Poitiers soit un club fort, puisque pour nous, c'est plus Poitiers qui nous intéresse. Poitiers, un club fort, parce que Poitiers doit être une locomotive pour les clubs environnants. Si on prend l'exemple de
Niort, les Chamois niortais, ils ont été forts pendant des années et ça a permis d'avoir des Saint-Florent, des Chiré, des Saint-Liguière, des Chorets. Et puis finalement moi, petit joueur de Niort, j'ai servi aussi à Poitiers parce que je viens de Niort, j'ai été formé par Niort, etc. Là, le gros souci, c'est que Niort n'existe plus. Poitiers, à l'heure où on se parle, c'est pas encore assez fort pour justement nous permettre, nous, en tout cas, d'exister. Et le développement, en tout cas, du football dans la Vienne passera par une grosse locomotive. Et ça, je pense que c'est un fait. Et justement, en parlant de ça, donc vous avez, donc il y a 2 clubs, hein. Il y a 3 clubs même, il y a 3 clubs sur, allez, on va dire 2 km². Donc le Stade Poitvin, la ZAC et Buxerolles. Vous, comment vous vivez d'avoir un club comme le Stade Poitvin qui est à 100 mètres, qui absorbe quand même, notamment au niveau des jeunes, qui prennent les meilleurs. Comment vous vivez? Est-ce que vous vivez, on va dire, plutôt bien, plutôt dans l'ombre, ou vous aimeriez avoir plus de place? On peut pas dire que on le vive bien, tu vois. Enfin, c'est clair. Après, il faut être aussi réaliste sur le fait que c'est normal. Nous, on n'est pas là pour retenir les jeunes joueurs qui méritent d'aller jouer plus haut. Au contraire, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir les accompagner au maximum de ce que on peut leur proposer, et que si ce maximum c'est pas suffisant pour eux, là on puisse leur dire allez-y. Ce qui me pose plus problème, c'est quand c'est des jeunes qui sont en cours de développement, qui vont partir pour le prestige, on va dire, et que là-bas ils seront pas forcément plus, on va pas s'occuper d'eux plus que ça, tu vois. Et que nous, en tout cas dans la période actuelle, là où on met beaucoup de moyens sur les jeunes, on pense, en tout cas à l'heure actuelle, qu'on a quelque chose à faire avec les jeunes. Voilà. Maintenant, encore une fois, on rentre pas dans une logique on va pas concurrentielle. On sait très bien qu'on va pas concurrencer le stade, que ce soit au niveau des seniors, des jeunes, des filles. Voilà, il y a un gouffre, il y a pas de souci là-dessus. Mais ça pourrait peut-être se travailler différemment. Tout comme c'est le cas avec la ZAC, en fait. Là, vous travaillez Non, avec la ZAC ? Ouais. Non, pas du tout. Okay. Ils sont en fait dans ce même état d'esprit vis-à-vis de nous que nous on peut l'être par rapport à ça. Le président, ça le saoule quand il y a 3, 4, 5, 6 joueurs de la ZAC qui viennent, ils viennent postuler tout seuls. Donc c'est pas nous qui allons les chercher. Et vous démarchez pas les jeunes. Le stade vient pas forcément chercher des joueurs. Ils se disent qu'ils ont le talent pour y aller, mais est-ce que c'est le cas, pas le cas, est-ce qu'ils vont être bon. Donc, comme disait Manu, c'est pas de la jalousie, mais c'est de se dire pourquoi plus eux que nous. Voilà. Est-ce que ça pourrait être mieux? Il y a toujours eu ce serpent de mer de faire une fusion, en fait, de tout ça, parce que c'est vrai que, comme tu dis, t'as 400 mètres entre 3 clubs. Ils doivent être 400 à la ZAC, 400 chez nous, 600 au stade, t'as 1400 licenciés. Ouais. Peut-être qu'il pourrait y avoir un gros club. Pour aussi terrain, ça aussi c'est bon. Après ça c'est un autre sujet. Hein. Mais bon, il y a quasiment 1500 joueurs pour 6 terrains, donc c'est très compliqué. On passe un appel aux candidats pour la mairie. Venir répondre à Franck, le micro est ouvert. On en verra la date. Et donc du coup, pour reparler de la fusion, est-ce que c'est un truc toi en tant que président, tu vois, qui est évoqué, sur lequel on t'a déjà approché? Est-ce que tu vois, toi Manu, ton historique à Buxerolles, est-ce que ça a déjà été évoqué aussi, plus ou moins, de manière plus ou moins importante, ou pas du tout? Oui, le président il a dit serpent de mer, donc ça, à chaque élection, à chaque moment, quand un club va pas très bien, on a toujours l'impression que l'autre club peut le sauver. On s'est fait un rappel il y a peu de temps sur la fusion CEP-Stade. Le Stade a tué le CEP. Et je pense que s'il y avait fusion sur un des 3 clubs, un des 3 clubs ou les 2 clubs tuerait l'autre. Je pense que la fusion, ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui aurait un intérêt, c'est un vrai travail partenarial. Et l'exemple type et l'exemple qui fonctionne très très bien, c'est la création de la classe foot au collège Jules Verne, avec l'apport des 3 clubs. Aujourd'hui, c'est une classe foot qui a dépassé déjà Georges Sand dans les résultats sportifs. C'est une classe foot qui existe, c'est une classe foot qui fonctionne avec
avec les 3 clubs. Pour moi, on est vraiment sur ce qu'on doit être en capacité de faire pour un vrai partenariat. Quoi. Ouais, un vrai partenariat pour les jeunes et pour les 3 clubs, puisque là, tous les clubs en profitent. Les gamins qu'on va former, c'est des gamins d'abord qu'on attire de la grande couronne de Poitiers. Alors après, là, je reprends mon rôle d'éducateur et mon rôle de directeur d'association. Moi, je l'ai fait au départ, c'est pas pour le sport, cette création. Je l'ai fait pour la mixité sociale sur le collège Jules Verne. C'est-à-dire, je m'étais dit qu'avec la classe foot, on était en capacité d'aller chercher tout milieu social, social, oui, enfin c'est le mot, de Noyer à Fontaine, à Chasseneuil, parce que le foot allait attirer ces gamins-là et on allait créer une mixité sociale au sein du collège. C'était ça l'objectif premier. Aujourd'hui, tant mieux, il y a cet objectif-là qui est réalisé et en plus, on a des bons résultats sportifs. Donc là, je pense qu'on est réellement sur quelque chose qui fonctionne et sur lequel on doit être vraiment capable de faire. Et si on revient un peu, donc là on était plutôt sur les jeunes, sur le fonctionnement, si on revient sur les seniors, donc sur la saison actuelle, donc vous avez changé de coach à l'intersaison. Donc là on est fin février, début mars, on va arriver bientôt pas le sprint final, mais bientôt ça va arriver. Comment vous voyez un peu la saison, comment elle s'est déroulée, l'arrivée du nouveau coach, les recrues, quel regard vous avez là-dessus ? C'est difficile parce que aujourd'hui le niveau de la R1 on allait en parler après le niveau redevient ce qu'il a été il y a quelques années. Il est difficile pour un club comme le nôtre d'exister. J'ai souvent dit qu'on était une anomalie de ces championnats-là par rapport à notre structuration, à notre poids financier. Aucun joueur est aujourd'hui rémunéré chez nous, ce qui est, je pense, peut-être le seul club de la poule ou 1 ou 2 autres clubs de la poule qui sont comme nous. On sait qu'aujourd'hui les finances c'est quelque chose de capital pour attirer en tout cas des joueurs majeurs. On existe, on est encore dans les clous pour se maintenir. De toute façon, on vise que le maintien. On s'est dit en venant dans la voiture avec le président que si une saison de plus, on avait le maintien de nos 2 équipes seniors et notre 3e équipe qui joue le haut de tableau, on aurait encore fait une saison exceptionnelle parce que pour nous, ça reste des saisons exceptionnelles. Là, en plus, on a la chance, pour revenir un petit peu sur la formation, d'avoir une promotion de 18 ans qui tape à la porte. On leur laisse la place. C'est aussi un message qu'on veut envoyer à nos jeunes joueurs, c'est-à-dire qu'on forme pas pour dire qu'on forme. Nous, on forme parce qu'on sait que notre avenir, il passera justement à ce que des jeunes puissent s'exprimer dans nos équipes seniors. Donc, on est dans les clous. C'est difficile. Ça va être difficile. Alexis, le staff fait du bon taf. Seb Zoldan en R3 fait aussi du très bon taf. On les accompagne comme on peut. Et on a l'espoir. Ça va le faire. Ouais, non, parce que c'est vrai, donc on parlait du niveau de la R1, c'est vrai que, moi j'ai l'impression, pour avoir vu quelques matchs, que le niveau est redevenu ce qu'il était avant, là où avant c'était un peu plus dilué. Je crois qu'il y a quelques années il y avait 3 poules, là ils ont resserré à 2 poules. Quand on voit une équipe comme Trélissac, mais pour moi Trélissac n'a rien à faire en R1, c'est un club de N3, mais comment vous dites que la R1 c'est un plafond de verre pour le club, parce qu'on voit un club, par exemple, je prends l'exemple de Ligugé qui a aussi jamais rémunéré ses joueurs, ou voilà, il végète un peu en R2, des fois en R1. Est-ce que vous êtes sur le même modèle, ou peut-être qu'un jour vous aspirez à peut-être faire comme Neuville il y a quelques années, être en N3, ou comme Chauvigny depuis maintenant quasiment 10 ans? Quel est vos objectifs, mais comment vous voyez Bugs dans 5, 6, 7, 8 ans? Moi je pense que vraiment ce qui a été fait à Neuville, ça tenait quand même à un homme. Voilà. Donc et on sait que ce qu'il a pu apporter, il est parti et on voit ce que ça donne. Donc et au-delà de juste l'aspect financier, je considère que vraiment pour être président, il faut être attaché au club. Je comprends pas comment tu peux t'investir autant si t'as pas quelque chose qui dépasse le cadre raisonnable. Et donc pour faire ça, pour se donner autant, voilà, et en plus vouloir développer le truc,
Enfin, moi je trouve que c'est les réussites comme Christian Poirot à Neuville, bon, parce qu'il y avait un petit peu de moyens quand même derrière. Chauvigny, je trouve que c'est différent, même s'il y a une belle entreprise qui a permis de pousser, ça a bien été travaillé derrière, sur l'ensemble du club, sur le groupement jeune. Voilà, à Neuville, malheureusement, même si là les résultats jeunes sont bons, voilà, il y a eu là, tout le monde est parti, voilà. Et ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que tous ces joueurs de Neuville qui sont partis là à l'intersaison pour venir chez nous, ils viennent chez nous pour jouer sans être rémunérés. Donc en fait, nous, notre objectif, pour en revenir à ta question initiale, c'est aussi de faire un club comme l'a dit Manu, qui est un peu un ovni, et de montrer qu'on peut réussir à exister qu'avec des joueurs qui sont là pour l'amour du foot. Et c'est notre vision aussi du truc, quoi. C'est que nous, on est là pour les gens qui aiment ce sport en tant que sport. Et quand les joueurs m'ont demandé s'ils allaient être rémunérés, quand je suis arrivé, j'ai dit, moi, on vous rémunérera quand vous nous ramènerez de l'argent. Enfin, c'est sûr que je comprends pas pourquoi je vous donnerais de l'argent pour jouer au foot. Oui, ça se fait à côté, mais à côté, jusqu'au jour où ça se fasse plus, après ça se termine. Et puis le club tombe. Ouais, ça fait un truc éphémère, en fait, finalement, c'est-à-dire du 10-15 ans max, et puis derrière ça tombe. Et pour en revenir à la fusion avec le Stade Poitvin, ce qui est aussi compliqué, c'est de ne pas avoir la même vision que le président en place. Voilà. Il est plutôt sur un développement. Et moi, c'était quelque chose où on était en désaccord. Donc chacun se retrouve, il n'y a pas de jugement, chacun se retrouve dans ce qu'il a envie, mais en tout cas, pour pouvoir avoir une fusion entre deux clubs, je pense qu'il faut avoir une vision commune. Et là, c'est pas le cas. Et du coup, en termes de. Donc, on vous parlait d'un point de vue financier et tout. Aujourd'hui, le budget de Buxerolles, c'est combien environ Là, on va être à 185 000 € sur cette année. 185. Et du coup, comparé aux autres clubs, vous êtes, je sais pas, 2 fois plus petit, vous êtes 3 fois plus petit, vous êtes. Alors, j'ai pas de connaissance des autres clubs. Je pense. Oui, c'est après Trélissac. Trélissac, du coup, pour les auteurs qui ne connaissent pas, tout le monde, ils sont tous payés, ils font que ça, quoi, quasiment. Oui. Ok. Donc, c'est-à-dire que t'as une équipe dans ta poule où les mecs font que ça, quoi. Une semaine avant de nous jouer, tu voyais le planning d'entraînement, c'était entraînement matin, après-midi, 2 ou 3 jours par semaine, plus une soirée, un entraînement à la salle, plus voilà, c'était pas dans le même monde. Malgré tout, sur le terrain, on a mis un peu de temps à démarrer, mais après, on a existé quand même dans ce match. Ouais. Donc voilà, c'est un modèle que, en tout cas, moi, je pourrais pas être président d'un club comme Trélissac, je pourrais pas être président d'un club qui rémunère des joueurs, aller acheter faire venir des gens sur lesquels tu peux pas, capitaliser, avoir la vision que vous avez tous les deux, que vous mettez en place et tout. Mais du coup, c'est-à-dire que l'été, quand vous démarchez des joueurs et tout, vu qu'en R1, on va dire que la quasi-totalité des clubs payent les joueurs, avec des primes ou des indices kilométriques, enfin voilà, en tout cas avec les frites sont super, on n'est pas sauf. Elles sont excellentes les frites. En plus, c'est moi qui les fais parfois. Mais tu sais que ça, c'était ma question d'après. Alors c'était pas sur les frites, mais c'était sur les infrastructures du club et tout. Mais sinon, du coup, en termes de joueurs, l'été, du coup, tu te fais tout le temps, vous faites bâcher régulièrement par la plupart des joueurs R1 en fait, vu que tu vois, vous donnez pas de. Ok. Alors moi j'ai peu de mercato, donc je peux en parler difficilement, mais Manu va pouvoir. Là, tu mets le doigt sur le drame de ma vie d'entraîneur. Ouais, c'est-à-dire que j'ai passé 10 ans de ma vie à me prendre des recals par des joueurs qui allaient sur le voisin d'à côté, pour pas le citer, Neuville. Parce qu'il y avait parce qu'il y avait de l'argent, bien sûr. Et les seuls qui sont restés, c'est parce qu'ils aimaient mes beaux yeux, tu vois. Ouais. Et très beaux yeux, mais je le dis souvent parce que à un moment, t'as beau avoir le meilleur discours, t'as beau faire le meilleur projet sportif, à un moment, tu seras toujours banané par l'argent. Maintenant, si tu fais le 10 ans après. Oui. Nous on est même au-dessus maintenant de Neuville, tu vois, et on a dû mettre 100 à 200 000 balles de moins que le club.
c'est deux visions des choses. Pour répondre à la question de Franck, peut-être, ouais. Et notre objectif, en tout cas, moi, si à la fin de mon mandat à Buxerolles, déjà moi, je suis fier d'avoir un synthétique, tu vois. On a été un des premiers clubs à avoir un synthétique, et modestement, je pense y avoir bien contribué. En tout cas, ça a été une vraie plus-value en termes de vos infrastructures. Est-ce que ça aide les joueurs en tout cas, le synthétique, à un moment, a eu sa plus-value, en tout cas sur les joueurs, mais c'est même pas sur. Alors, bien sûr que ça nous a aidé à avoir quelques joueurs, mais ça nous a aidé surtout à faire un club. C'est-à-dire que le synthétique, parce qu'avant, c'est dans beaucoup de clubs quand il n'y a pas de synthétique, le club, le stade Honneur, il est utilisé par l'équipe première le vendredi soir, pour pas citer la Pépinière, et puis le jour du match. Donc, grosso modo, l'équipe première, elle croise jamais les autres équipes du club. Depuis qu'on a le synthétique, le petit couloir qui amène au synthétique, les joueurs d'équipe première, ils croisent les joueurs de la réserve, qui croisent les 18 ans, qui croisent les 16 ans, qui croisent les 9 ans. Et chez nous, moi je vous encourage à venir, les auditeurs, il n'y a pas un joueur des 6 ans au senior qui ne dit pas bonjour aux spectateurs ou à la personne qu'ils ne connaissent pas. C'est des valeurs éducatives, et c'est comme ça qu'on entend le club. Parce que nous, on s'inscrit dans un territoire, et c'est vrai que c'est bateau ce que je vais dire, mais un territoire où le vivre ensemble il est important. Et le vivre ensemble il passe déjà par des vraies valeurs. Et les vraies valeurs d'assiduité, de ponctualité, et de savoir vivre, pour nous c'est capital. Et donc, si à la fin de notre mandat, on a structuré le club avec avec un vrai clubhouse, avec des tribunes, avec des terrains, pour reprendre ce que disait Franck, sur plus de terrains, et puis qu'on a toujours autant de licenciés, j'ai envie de te dire, le niveau il ira avec ça. Et nous on fait pas l'inverse, c'est pas le niveau qui va nous amener à autre chose, c'est bien ce qu'on crée à la base qui amènera notre niveau, et notre niveau de plafond de verre ou pas, peu importe. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'on ait quelque chose qui rassemble autour de vraies valeurs qui nous définissent. C'est vrai que, alors pour reprendre un peu tes éléments, c'est vrai que Buxerolles est dans une zone où vous avez. Alors, je pense que c'est une chance où il y a beaucoup de monde. Et donc il y a la Super à côté, même Buxerolles, je crois que c'est une commune qui fait quand même 10 000 habitants. Donc il y a du monde. Et donc ce vivre ensemble il est très important, parce que en fait beaucoup de gens de classes sociales différentes se côtoient, et si vous créez pas ce truc là, cet esprit club où tout le monde doit se tolérer, au minimum se tolérer, et donc se respecter, c'est compliqué de bâtir quelque chose. Ça l'est d'autant plus avec des infrastructures limitées. Ouais, il y a ça aussi. Parce que comme on n'a pas de clubhouse sur le terrain, on est dans le sous-sol de la mairie de Bux, donc ça c'est un frein aussi, tu vois, pour l'organisation d'événements, des choses comme ça. Ça permet pas vraiment justement de faire, notamment aussi pour les sponsors, le sponsoring, tu vois, pour ne serait-ce que les accueillir le soir du match et tout. Là c'est vraiment la croix à la bannière. Donc tous ces freins, j'avais fait une étude sur le nombre la moyenne de licenciés par terrain sur les clubs du Grand Poitiers. Nous on a 400 licenciés, on a 2 terrains, ça fait donc 200 licenciés par terrain. La moyenne c'est 83. Voilà, dans le Grand Poitiers, dans les clubs de Grand Poitiers. Donc ça veut dire que vraiment nous on est vraiment. Vous êtes au max quoi, de la jauge terrain. C'est fou. Après, concrètement, mais vous pouvez pas avoir un terrain de place. Il n'y a pas de place pour en faire d'autres. Donc les terrains de tennis là, non, ça fait pas un petit. Mais après, on relativise parce que on sait qu'on avait reçu des clubs de la région parisienne où eux, ils étaient 1000 sur un terrain. Où ils étaient carrément obligés de louer des terrains, donc on relativise ça, mais c'est vrai que c'est frustrant de se dire que avec des meilleures infrastructures, avec les bonnes personnes et le bon chemin, on pourrait faire mieux. Non, on savait avant de venir où est-ce qu'on allait, donc il n'y a pas de surprise. C'est aussi. Puis vous adaptez. Le synthétique, c'est aussi une belle réponse de se dire on a que 2 terrains, par contre on en a un qui est nickel. Et si on pouvait en avoir un deuxième, ça serait super, tu vois. Mais on invite encore les candidats à la mairie. Voilà. On leur retend la perche. Oui, non, mais. On est conscient des problématiques politiques et c'est des choix, c'est des arbitrages. Maintenant, le sport, ça fait quand même partie des choses qu'il ne faut pas négliger. Je pense qu'on est au moins tous les 4 d'accord sur ce sujet-là. Mais on a l'impression parfois de se battre contre des moulins à vent. Et donc, c'est un peu pénible quoi,
ça peut être décourageant, mais heureusement, on est résilient. Et donc du coup, on a bien compris donc cette problématique-là d'infrastructure. On a compris aussi la problématique du fait que voilà, vous payez pas les joueurs, que d'un point de vue financier, la R1 avec les mecs qui sont plus payés que chez vous, c'est compliqué. Donc comment vous faites vous pour essayer d'augmenter ce budget-là, de le mettre à bon escient? Est-ce que vous avez un responsable partenariat en bonne et due forme qui démarche? Est-ce que du coup la excusez-moi, est-ce que la concurrence avec, je sais pas, le basket, le volley, le Poitiers au foot, Chauvigny et tout, elle est raide et vous le sentez? Voilà, est-ce que la mairie donne chaque année la même dotation ou pas du tout? Enfin voilà, tout ce volet-là financier, budget, pour arriver à finaliser un budget, comment ça se passe? Je réponds. C'est toi ça. Alors c'est vraiment difficile. Ok, Je te le dis. ça m'étonne. Pas simple. Ça doit être chaud. Non, mais c'est pas simple à plusieurs niveaux parce que on va dire que tu vas avoir des clubs, alors, pour prendre l'exemple de Vouneuil-Béruges, avec lesquels on est quand même en contact régulier, ils ont cette chance. En tout cas, le week-end, il y a du monde à la buvette. Ça tourne et c'est des rentrées d'argent. Nous, encore une fois, les infrastructures, les tribunes, je pense qu'on dirait les tribunes du Dynamo Moscou des années 60. Donc, ça donne pas envie non plus de venir. T'es assis sur des bancs en béton, il fait froid, bon, ça va, on prend pas la pluie, mais bref. Donc, ce qui fait que, on peut pas s'appuyer sur une grosse buvette, pas sur des grosses rentrées. Ce qu'on fait, on le prend, hein, c'est super. Et donc après, oui, il va y avoir le problème du sponsoring. Et là, c'est encore très difficile. C'est comment on va donner envie à des entreprises de nous supporter alors qu'on n'a rien à leur apporter. Enfin, clairement, oui, t'as pas les droits télé, on n'a pas la visibilité, elle est zéro. Et donc on peut pas dire que ce soit le PB86 qui nous freine, hein. Il n'y a pas de souci, c'est pas ça, c'est vraiment d'aller voir les entreprises et de leur dire donnez-nous un coup de main parce qu'on travaille bien, mais c'est dur, c'est vraiment très très dur. J'ai la chance d'avoir quand même autour de moi des gens qui ont la bienveillance et de vouloir nous aider. On a une cellule commerciale qui est en cours de développement. Qui marche bien. Voilà, qui marchote pour le moment. Qui fout en marchant. C'est le foot en marchant. C'est tranquille, mais c'est tellement difficile qu'il peut pas y avoir de jugement. Enfin, je le vois même sur tous les autres clubs quoi autour de nous, c'est dur quoi. La mairie elle nous aide et ils nous aident parce que il y a des subventions, ils nous aident aussi sur les minibus, ils portent un peu notre voix auprès de Grand Poitiers, mais nous les axes d'amélioration ça va être vraiment sur le partenariat, mais il faut qu'on trouve des offres différenciantes en fait, parce que mettre un bandeau, un panneau à André Messi, ça va pas multiplier par 10 le chiffre d'affaires des entreprises, on est tous d'accord. Donc les entreprises qui nous suivent le font, pour soutenir nos actions sociales et sociétales, 2 parce que c'est des gens qui aiment le foot, 3 c'est parce que c'est des gens qui ont envie de faire plaisir à des personnes qui font partie du club. Donc ça se résume à ça. Et après aller chercher au-delà pour faire grimper le budget. Moi je suis vraiment admiratif des clubs par exemple comme Chauvigny qui ont un très très beau réseau de partenaires et parce qu'ils travaillent bien et qu'ils font ce qu'il faut pour que ces partenaires là aient envie de rester et de recommencer. Sans trahir de secret, nous on n'est pas encore là quoi, hein. On est au début. Ouais. On est au début. Après sur les clubs autour, je sais pas comment ils vivent la chose, mais en tout cas sur les publications ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, oui ça m'a l'air dur. Voilà. Ok.
Manu, toi, c'est... Non, juste si on prend l'exemple de Chauvigny ou de clubs comme Mieux-l'Aubier, qui ça reste des clubs d'un territoire rural, et je pense que le territoire rural, parce que nous finalement on a l'avantage d'être un club périurbain, donc on va toucher les jeunes, des jeunes qui n'ont pas de déplacement. La couronne urbaine fait qu'on va les attirer sportivement. Par contre, les limites, c'est que notre entité, notre existence, la fidélité est compliquée. Ouais. C'est ça, et puis même le public, tu vois. Effectivement, quand tu fais un frit de saucisse à Agneau-l'Aubier ou à Chauvigny, tu vas vite avoir 200-300 personnes, quand chez nous, timidement, tu vas en avoir 30. Je pense que c'est les limites du club périurbain. On peut dire même carrément urbain, parce que bon, quand on voit où est placé le stade du Plantif, André Messi, par rapport à la zone de la ZUP, tout ça, enfin vous êtes quasiment dans Poitiers, donc c'est vrai que, et en plus on parlait tout à l'heure de surtout en jeunes, ces joueurs là qui au final, si ça se passe bien, ils ont un autre club à 500 mètres, ils en ont un autre machin, si c'est pas là, ils font 3 km, il y a encore un autre club. Ouais, il y a peut-être ça aussi, c'est un avantage, mais aussi un petit inconvénient, même en senior aussi, non? C'est aussi pour ça qu'on essaye de vraiment insister sur l'attachement au club. On a essayé vraiment c'est un combat de longue haleine, mais c'est vraiment de faire sentir les joueurs appartenant à ce club. Moi, ce que j'aimerais qu'on retrouve, c'est un peu une espèce de rivalité saine avec le stade. Voilà, de se dire, moi je suis à Buxx, moi je suis au stade, et voilà, et que quand on fait partie de ce club-là, on a envie d'y rester, et que si on va dans le club voisin, on a un trait, tu vois. C'est vraiment, mais dans les deux cas, tu vois, parce que personne ici. Un Fabrice Fiorès, quoi, le Fabrice Fiorès du 86, quoi, quand tu changes de club. Mais malgré tout, ça crée quand même quelque chose, tu vois, alors que quand que tu sois d'un club ou l'autre, c'est pareil, finalement. Je trouve qu'il y a moins de passion, il y a moins d'intensité dans ce que tu vis, et voilà, c'est ce qui fait aussi que les jeunes sont un peu plus consommateurs du foot maintenant que vraiment attachés au club et aux valeurs que ça représente. Donc si on arrivait à faire ça, moi voilà, ça ferait partie aussi des choses où je pourrais me dire ça c'est ma fierté et c'est bon, je peux passer le relais maintenant. Mais bon, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, parce que c'est le cas pour des clubs urbains et périurbains, mais je pense que dans les clubs un petit peu plus ruraux, c'est pareil aussi, quoi. Vraiment, l'attachement, il y en a, comme on le voit, mais... Quand tu arrives à sortir du lot dans les milieux ruraux, tu fidélises vite et tu sais que tu as vraiment... t'as une ossature qui est... Oui, c'est ça. Qui est Chauvigny, un joueur qui vient de Chauvigny ou des alentours, il est très attaché au club de Chauvigny, hein. Ça, c'est une première richesse, hein. Ouais. Ils ont les petits, ils ont les survêtements, les maillots. Nous, on allait voir à Chauvigny-Poitiers avec Franck, les collégiens, 12-13 ans, ils sont pas si petits que ça non plus, les maillots, les survêtements, les trucs. C'est très très attaché. Ils étaient derrière, hein. Puis c'est encouragé, quoi. C'était aller, vraiment, faut y aller, quoi. Du coup, messieurs, dernière partie, sous-partie, on va dire, et ensuite on passera sur 2 quiz. Un quiz sur Luxerolles et un quiz sur le foot global. Sous-partie qui était par rapport à votre... alors ce sera peut-être plus Manu, mais je pense que Anthony, tu vas aussi pouvoir nous donner des informations. C'était sur votre organisation sur le sportif, donc sur l'équipe Fagnon, c'est-à-dire sur les joueurs, sur le coach. Alors on en a parlé aussi tout au long de l'émission. Mais du coup, comment vous, au-delà de cet aspect du coup humain que vous sentez et les valeurs que vous avez, l'identité que vous essayez de donner à Luxerolles, comment vous choisissez un joueur? Est-ce que c'est, je sais pas, je dis une bêtise, un recruteur qui vous le met sur la table? Est-ce que c'est vous, au fur et à mesure de l'année, où vous allez dans différents stades pour voir des mecs et vous dites, celui-là, il irait bien chez nous? Et les coachs, c'est pareil, voilà. Comment fait, est-ce que tu vois, on va rester sur joueur, ensuite on parlera du coach. Mais sur joueur, du coup, comment vous faites en fait? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des apporteurs d'affaires, on va dire, joueurs, tu vois, qui sont là, qui vous disent tout ça? Des agents, voilà, on les appelle les agents. Ou est-ce que c'est vous par rapport à votre réseau perso, ou est-ce que c'est quand vous allez voir des joueurs un peu à droite à gauche, ou que vous affrontez d'ailleurs? Ouais, alors déjà je vais juste rembobiner un petit peu le fil de mes dernières années d'entraîneur. Moi, quand je recrutais un joueur, quand je l'appelais, je lui parlais tout sauf de foot.
parce que je partais du principe que j'allais passer presque plus de temps avec lui qu'avec ma femme, donc il fallait quand même que je m'entende bien avec lui. C'est-à-dire qu'on porte déjà les mêmes valeurs. Alors je prenais pas non plus le tocard du coin, mais je préférais prendre un joueur avec moins de qualité sportive, mais des vraies qualités humaines, parce que j'estimais que mon boulot après c'était de le faire progresser pour arriver à un certain niveau. Donc pour moi c'était une des bases, c'est-à-dire que je voulais avoir un groupe de joueurs qui allaient travailler ensemble et que le collectif allait faire en sorte que, en tout cas, le projet que je voulais mettre en place allait se mettre en place grâce à ça. Ça, c'était la base. Après, comme je l'ai dit, après, on m'apportait des joueurs sur un plateau, mais comme j'avais pas le pouvoir financier de quelquefois de les attirer ou de les pérenniser, j'ai pu passer à côté. Mais après, j'en ai quand même eu quelques-uns. Le Anthony Angeli qui venait de Châtellerault, qui était passé par Chauvigny, par Châteaubriand, et qui chez nous est venu pour rien, et pour qui lui concrètement c'est la discussion, c'est le projet qu'on voulait mettre en place, c'est ce qu'on mettait en place qui l'a attiré, qui l'a fidélisé pendant de nombreuses années. Aujourd'hui c'est le réseau. De toute façon, ça reste toujours ton réseau personnel, ton réseau. On t'amène quelquefois des joueurs, et puis t'essayes de voir dans ton puzzle déjà ce qui te manque, et puis quelle est la plus-value que ce joueur-là peut apporter à ton collectif que tu mettras en place. C'était aussi le nombre de joueurs que tu dois avoir. C'est quoi le nombre idéal de joueurs en R1, sachant que, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, nous on paye pas. Que la saison est longue, qu'au début quand t'as 28 joueurs, t'en as que 14 qui sont sur la feuille, t'en as 11 qui sont adorés par le coach, t'en as 3 qui le regardent un peu de travers, et puis t'en as 14 qui le détestent. Donc, et que tu sais qu'aujourd'hui, pour revenir avec tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est des joueurs, les 14, là-dedans, l'attachement au club ils l'ont pas, donc tu sais que s'ils jouent pas, 2 mois après ils sont plus là. Donc c'est tout ça qu'il faut réfléchir, c'est tout ça qu'il faut mettre dans ta grande gamelle, et puis trouver le meilleur équilibre possible avec le nombre de joueurs, les profils, et puis la qualité évidemment des joueurs, puisque la R1 reste, on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus qualitative. Et par exemple, je te donne un exemple qui est faux, mais t'as un mec, on t'appelle, on te dit voilà, il y a un mec en R3 à Fontaine-le-Comte, oui. C'est très fort. Oui. C'est un poste sur lequel toi t'es intéressé. Est-ce que le fait que ce soit un gap R3 R1 c'est un truc qui te freine complet, ou est-ce que tu vois, si le mec tu vois, je sais pas, tu vas le voir jouer, tu vois que c'est très fort en R3, tu dis ça peut le faire, ça a pas d'expérience en R1, mais si j'arrive à le polir un peu, ça peut être un truc sympa. Ça c'est ce qui est le plus excitant. Ah ok. Oui, ça c'est chez nous, c'est mon truc, c'était mon truc. C'est le modèle. Ouais, tu vois là, j'avais eu une personne qu'on a croisée tout à l'heure qui m'a proposé un joueur qui était à Smarve. C'est un garçon qu'on a fait venir, qui a choisi un autre club, l'IQG en l'occurrence, mais c'était vraiment moi c'est ce que j'adore en fait. Okay. C'est déceler le potentiel chez des joueurs qui jouent à plus bas niveau. Mais on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ces joueurs-là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, de venir à Buxerolles, même si on est en R1, c'est pas foufou. Ils préfèrent leur zone de confort avec des potes à un niveau en dessous, plutôt que d'aller sortir de cette zone-là pour performer, exister en R1. Effectivement, ce sera plus foot, plus compète. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à trouver ces profils-là de jeunes joueurs qui ont une ambition, en tout cas, de performer sportivement. Après, s'il y en a qui nous écoutent, il ne faut pas hésiter non plus à venir postuler, nous envoyer un petit message. Là, nous, on est ouvert. On ne peut pas avoir tout le monde. On va avoir tout le monde, mais bon. R1, vous avez R1, R3, D2. Ouais. Donc, il y a de quoi trouver son bonheur. Il y a pour les joueurs. Son bonheur. Ah oui. Ouais. Tout niveau. Il y a tout niveau. Ouais. C'est pour ça que c'était important pour nous de resserrer la D2 avec les deux autres. Comme ça, c'est bien. Morad, notre coach. Morad Bajat qu'on embrasse. On l'embrasse. Super coach. Profil coach, doudoune longue et tout. Doudoune au mollet. Lui, lui, l'ambition, c'est la première div minimum. Donc, voilà. Après, on fera en fonction. Mais pour juste rebondir et terminer sur ce sujet-là, les valeurs et l'homme sont aussi, voire plus importants que le joueur. Ok. Voilà. Et donc je suppose que sur l'entraîneur, c'est pareil. Aussi important, voire plus, parce que ça va être le meneur d'hommes. Est-ce que le fait, donc aujourd'hui l'entraîneur c'est Alexis Chauveau, qui a, alors, je connais pas par cœur Saka, moi je me rappelle quand j'étais ado, il avait un super niveau. Est-ce que c'est le fait qu'il ait une expérience auparavant, c'est des trucs aussi qui vous rassurent, parce je crois qu'il a pas coaché en R1, enfin qu'est-ce qui a fait que pareil avec Alexis, vous dites allez, on y va sur la R1, banco, c'est lui qu'il nous faut.
Alex, bon après c'est toujours des histoires personnelles au départ, des histoires un peu affect, amitié, tout ce que tu veux. Donc moi je lui ai proposé avec l'accord d'Anthony, je lui ai proposé la R3 l'année dernière parce que Romain arrêtait et que je souhaitais pas qu'il y ait vraiment une cassure par rapport à ce qu'avait apporté Romain Guillard à ces gamins-là pendant quelques années. Alors et puis je cite aussi Maxence Fort parce qu'on est vraiment sur l'ADN de Buxerolles là, les deux derniers que je viens de vous dire. Et Alexis, il est rentré complètement là-dedans. Il est rentré dans la formation des jeunes, l'accompagnement des jeunes, un don de soi. Il y a des fois où je le trouve remarquable parce que il va passer des heures et des heures, mais ça c'est le propre du coach. Mais de toute façon, un coach s'il passe pas des heures avec des joueurs, il s'en sort pas. Et donc ça matchait direct avec les petits, tu vois, l'année dernière. Et donc quand il a fallu changer de projet sur la R1, il nous a semblé logique en tout cas, et d'envoyer aussi un message aux jeunes en disant voilà, le coach vous les jeunes, le coach avec qui vous avez vraiment kiffé cette année, on va vous le mettre en R1. C'est aussi le message qu'on vous envoie et que vous savez que lui va vous faire jouer quoi. Bon, mais pas de bol, les 3-4 petits qui auraient pu jouer, ils sont barrés à droite et à gauche sans trop nous avertir. On les embrasse. Ouais. Mais après c'est le football malheureusement. Et donc voilà, donc Alex il coche complètement les valeurs humaines. Alors en plus lui il a aussi des valeurs sportives et en tout cas des compétences sportives qui fait que on est très content de notre choix. Mais c'est vraiment ça, ouais. Et est-ce que du coup, si je reprends tu vois, des comparatifs par rapport à la Ligue 1, tu sais maintenant les dirigeants quand ils cherchent un coach, ils disent donc on l'a reçu en entretien, nous on veut un jeu offensif, un jeu au sol, un truc ou un pressing et tout. Est-ce que tu vois, même sur un niveau R1, c'est un truc que vous évoquez avec lui, le jeu que vous voulez qu'il mette en place, tu vois, c'est-à-dire de dire aujourd'hui nous on aimerait bien que tu fasses un 4-4-2 avec du coup un jeu sur les ailes, des buts et tout, ou alors tu vois un 3-5-2. Est-ce que vous évoquez ça avant aussi Alors nous on a une ligne directrice, c'est que le président ne se mêle pas du tout du sportif et que moi je ne me mêle pas sur le choix des joueurs et du jeu du coach. D'accord. Si je veux le faire, je prends l'équipe. D'accord, donc le coach il fait son truc. Ouais. Par contre après là où je vais intervenir, c'est que si j'estime que dans le relationnel avec les joueurs, c'est des choses qui ne vont pas. Là, j'interviens. Pas sur le sport, en tout cas pas sur le sportif. Sur le relationnel sportif. Voilà. Maintenant, si tu veux faire le parallèle à la Ligue 1, effectivement, sur les profils d'entraîneurs de Ligue 1 qui pourraient moi me plaire, je préfère 10 000 fois un Pierre Sage qu'un De Zerbi. Ouais. Parce qu'avec Pierre Sage, je sais que je construis, je sais que j'ai une relation saine, je sais que j'ai quelqu'un qui va réfléchir sur l'avenir, et je sais quelqu'un qui va avoir en tout cas un management avec mes joueurs qui va être optimal, et je sais que je vais pas avoir à reconstruire une équipe l'année d'après. Voilà. Bon c'est grosso modo c'est ce profil-là qu'on aime nous à Buxerolles. Comboiré, non non, mais je pense que Comboiré il a très grosse valeur. Oui. Ouais, il a très grosse valeur, sauf que lui il est un pompier, il est considéré comme un pompier de service. Mais je pense qu'avec ce gars-là, effectivement, c'est plus des gars que tu mets quand t'es en difficulté. Mais je pense qu'il a des belles valeurs. Oui, il a un beau CV de toute façon. Oui. Et Alexis, l'avantage aussi, c'est que du coup, il connaissait le club. Ouais. Et donc, il sait les limites du club et il vient pas demander des choses qui sont entre guillemets normales en R1. Il sait que c'est pas possible. Donc, entre guillemets, moi en tant que président, il me rend aussi la vie facile à ce niveau-là en étant très respectueux du cadre dans lequel il évolue et même si j'imagine que pour lui ça doit être frustrant parfois de se dire mais je me bats pas avec les mêmes armes que les autres, mais en fait le contexte il le connaissait et il fait avec sans jamais se plaindre. Donc c'est aussi l'homme encore une fois qui dépasse là l'entraîneur. Ok. Et sur ces belles paroles du coup sur Alexis Chauveau, on va basculer sur un quiz. Donc on va faire 2 quiz, un quiz vraiment centré Buxerolles et un quiz centré foot. Donc le premier quiz sur Buxerolles, messieurs, je vais vous demander alors une réponse chacun et vous pouvez réfléchir un petit peu si c'est un peu galère ou même si vous hésitez, sortez tous les noms. Je vais vous demander, messieurs, le joueur que vous avez trouvé le plus fort dans votre aventure ES Buxerolles. Celui qui m'aura le plus apporté de points en Slepanel à 17 ans quand je l'ai sorti de nulle part pour monter en R1. Il jouait où là ? Il venait de Guyane. Et, incroyable. Ok. En Slepanel. Donc il joue aujourd'hui en N2 à Poitiers. Oui.
Et toi, Anthony? Moi, je sais pas, j'ai vu, j'ai eu la chance de faire des oppositions à l'époque contre l'équipe qui était en DH et j'étais très impressionné par Fred Montavi. Ouais. Mais après, je sais pas pourquoi, moi mon idole c'est Romain Guillard. Ok. Voilà. Il jouait quoi lui? C'était quoi son rôle? Il n'avait pas de poste comme un Guillard. Non, mais tu es dans l'axe derrière aussi. Ok. Et une fois, il est venu jouer avec nous en réserve et j'étais trop content. Ouais. Tu vois. Ouais. Voilà, il avait le look, il avait la prestance et tout. Voilà. Ok. Donc, mais si je pense que c'est quand même Fred pour moi le Ok. plus. Ouais. Le joueur qui a le plus progressé chez vous, d'après vous? Moi Moi, je pars du banc de la D4. La D4, et j'arrive R1, R2. Je suis limite R1, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment une très très belle progression. Donc, je peux être vraiment fier de ça. Moi, il y avait un petit jeune à l'époque quand je suis arrivé, il s'appelait François Boucher, qui était pas mal, mais il est resté à l'état d'embryon, c'est dommage. Non, Morad Bajat sort de nulle part en D3 départemental et finit en R1, vraiment un superbe joueur de R1. Mais après, il y en a eu d'autres qui ne nous ont pas laissé le temps d'aller les polir vraiment. Parce que là, dernièrement, on avait des joueurs qui sont partis. Ceux qui sont partis l'année dernière, là, qui auraient pu être vraiment très très forts. Le plus grand regret concernant un joueur qui a failli signer chez vous et que vous avez raté. Ça, c'est toi. Ouais. Moi, tous ceux qui voulaient signer, ils ont signé. 100%. C'est vrai que c'est bon là-dessus, ouais. Non, qui j'ai loupé, j'en ai loupé plein, mais j'ai loupé plein, mais la plupart sont venus après. Okay. Mais je sais pas, moi, celui qui, tout au début, là, j'avais l'occasion de prendre une triplette qui était Gaillou, Coste et je me rappelle plus le troisième. Et j'ai pris que Gaillou et je pense que si j'avais eu Coste, si j'en ai un autre, ça me reviendra, mais j'en avais un autre qui a signé à Neuville aussi. Enfin des gars qui allez vas-y Christo Coste qui est venu qu'après, mais messieurs, le joueur que vous avez trouvé le plus fêtard dans votre aventure à l'AS Buxerolles? En cœur, je pense. Maxence Gargouille. On embrasse. C'est un phénomène, ouais. On embrasse. C'est on un est phénomène. d'accord, on n'a jamais vu mieux à l'AS Buxerolles. Ça, c'est peut-être la meilleure des recrues. Alors après, on a vu mieux collectivement, parce que moi j'avais des Cyrano, Masson. Mais lui, c'est que lui, il remplace une équipe. Il n'a pas besoin d'orchestre. Non, il fait tout, lui. Il fait le supporter, il fait la troisième mi-temps, il fait le joueur, il fait l'avant-match, il fait l'après-match. Il fait. C'est un peu l'homme orchestre. Ouais. C'est une vraiment belle découverte. Exceptionnelle. Et en plus, très belle saison sportive. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai. Messieurs, votre meilleur souvenir à Buxerolles? Et votre pire aussi. Alors le meilleur, c'est la montée en R2 et le déplacement à Gouzon qui reste, je pense, pour la montée en R1 et le match à Gouzon qui reste pour tout ce groupe de joueurs là. Je pense un de leurs meilleurs souvenirs, c'était il y avait tout de réuni, le scénario, le match, le déplacement, ou la bagarre, les cartons rouges. C'était je pense le fait marquant de mon mandat d'entraîneur. Le pire, c'est toutes ces éliminations de Coupe de France qui se jouent à chaque fois à pas grand chose et qui font qu'on passe à côté à chaque fois d'un truc. Je reste persuadé que ce club-là, Buxerolles, aura une vie avant un coup en Coupe de France et une vie après un coup en Coupe de France. Un peu comme Chauvigny d'ailleurs. Ouais, je pense. C'est un peu ça. T'as raison. Et je reste. C'est vraiment au fond de moi. Moi, je suis passé par plein de petits détails qui font qu'on n'a jamais réussi à performer. Et je pense que le jour où on fait ce truc-là, ça y est, on amène avec nous parce que les gens ils nous connaissent pas assez. Et je pense que si le jour où ils vont mettre le pied à André Messi avec ce qu'on représente, en toute humilité, ils vont rester parce qu'ils vont trouver ici, chez nous, ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Mais pour ça, il faut les attirer. Et pour les attirer, il faut l'exploit en Coupe de France. Plus mauvais souvenir, finale de la Coupe Louis David l'année dernière. Ouais. Voilà, ça c'est affreux. Le club l'a jamais gagné. L'équipe 3, troisième div en finale.
Voilà, voilà, ça c'est terrible quoi, prendre un penalty à la dernière seconde. Ça sera pour cette année. Ouais. Et le meilleur du coup, meilleur souvenir pour toi à Buxerolles en dirigeant ou joueur là. Pour le moment, je pense que j'ai pas encore de souvenirs mémorables. Ok. Le meilleur souvenir est à venir, je pense. Ok. Pour cette année. Je pense que ce sera le coup en Coupe de France. On donne rendez-vous avec moi. Et messieurs, dernière question donc de ce premier quiz. Le club que vous détestez affronter. Une galère, que ce soit parce que terrain de merde, parce que mentalité de merde, parce que bah, vous perdez tout le temps. Moi je sais que c'était Beaumont par exemple. J'ai fissuré ce club. Chaque fois que j'ai joué, c'était chiant. On perdait toujours en 0. C'était jamais mérité. On perdait toujours à Beaumont. C'était comme ça. C'est acté. Moi à l'époque, on avait une petite. Alors il y avait Terve dans 79. Ouais. C'était horrible. Et Fleuret. C'était pas cool. Pas cool. Mais bon, écoute, sans animosité. Mais Ouais. voilà. Oui, t'aimes pas. Voilà. Ouais. Ouais, alors moi c'est pour des raisons vraiment humaines et en tout cas de valeur. J'ai dû me déplacer 3 fois au Portugais de Cerizay. Je vais dire le mot, c'est dégueulasse. Et peu importe s'il y en a qui m'écoutent de là-bas. En tout cas, je suis très fier. Plein qui nous écoutent. Ouais. Je suis très fier que ce club-là ait pris un gros scud par le district. Oui, en coupe de je sais pas quoi, mais de toute façon comme à chaque fois. Et sincèrement, si tu veux vraiment pas aimer le foot, tu vas là-bas et je pense que tu arrêtes le foot direct. Donc c'est très bien qu'il soit fait. C'est insulte, c'est insulte, c'est des coups par derrière, c'est pression sur l'arbitre, c'est pression sur partout. Il y a rien qui va avec le foot. Okay. Le foot reste un sport, le road reste rassembleur et là-bas il y a rien qui va. Donc ouais. Okay. Ouais, voilà. Fin du quiz sur les Portugais de Cerizay. Non, on va juste terminer l'émission par. Alors là, c'est du tac au tac, je demande pas d'explication, de propositions, et vous dites ce que vous préférez. Ok. Barça Real. Saint-Étienne. Real. Ah. Pour rester dans la même verbe, Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Platini. Davidashvili. Donc là, on a un spécialiste des verbes. Donc, France 98 ou France 2018? France 98. 98, les yeux fermés. Ouais, ça j'en étais sûr, ça. Champions League ou Coupe du Monde? Coupe du Monde. Moi, Coupe du Monde. Ouais. Défense à 3 ou défense à 4? À 4. À 4, la base. Bière ou champagne? Sirop de pêche. Champagne. Champagne. Ouais, champagne. Ouais, quand même. Ouais. C'est vrai. Les grandes occasions, c'est bien. Ouais. Guardiola ou Klopp? Manu Balmer. Allez, Klopp. Klopp. Chien ou chat? Chien. Chat. Ah. Alors, pour Buxerolles, R1 au Planty, donc André Messi, ou N3 à la Pépinière? Ah. Alors, il faut voir si le stade sera d'accord, parce que la dernière fois, ils n'étaient pas d'accord, on avait dû les réveiller. Donc, de toute façon, la Pépinière est sur Buxerolles. Ouais. Pépinière officiellement sur Buxerolles. Voilà. Bon, moi je dis N3 à Pépinière. Ouais, N3 à la Pépinière. N3 à la Pépinière, ok. Et pour finir, match le samedi soir ou match le dimanche après-midi? En R1? Dans la vie, en général. Dans la vie, moi, je sais que jusqu'à 30 ans, je préférais le samedi soir. Mais maintenant, je préfère jouer le dimanche après-midi. Ouais, je te rejoins. Moi, alors, c'est pas du tout un appel. Et puis, de toute façon, j'ai bien compris qu'il fallait pas que je signe au Stade Poitvin. Mais si je devais un jour reprendre un club, ce qui sera jamais le cas, ou enfin, qui sera pas le cas, jamais, on sait jamais, ce serait un club plus le dimanche que le samedi, effectivement, parce que j'ai envie d'avoir ton samedi, d'être peinard ton samedi, et que le dimanche, finalement, tu branles pas grand-chose, donc autant coacher. Voilà. Ouais, le dimanche, je suis d'accord. Et puis c'est plus, il y a plus l'esprit foot avec tout le monde qui vient. J'aime bien nous on adore voir les matchs de l'équipe 2, l'équipe 3 pardon, le dimanche après-midi. C'est ta petite sortie, c'est sympa, j'aime bien le dimanche après-midi. Très bien. On est raccord sur le foot. Ouais. Très bien. Bon je pense que c'est l'heure de conclure l'émission. Merci messieurs. Merci beaucoup. Et moi je suis vraiment un très grand fan de votre podcast, pardon. Et je vous encourage vraiment à développer ça sur le 86. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente d'avoir des infos sur ce qui se passe au niveau district, au niveau région. Continuez.
Merci en tout cas pour le soutien. Merci à vous deux, merci Manu, merci président, merci manager général, merci tout le club de l'AS Buxerolles. Et bonne fin de saison, je vous souhaite le meilleur. Le maintien en R1, le maintien en R3, la potentielle montée en D1. La coupe Louis David. Les belles histoires en coupe, voilà, pour se rattraper de l'année dernière. Et merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Un plaisir, merci. Merci à vous. À bientôt. Ouais.